entre 1980 et 1986, comme ça, tu as vu Amorin qui faisait des études d'ingénieur, mais qui faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et Paris. Donc, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à la cité universitaire Boulevard Jourdan. Et ce qui m'a frappé, c'est d'abord son intelligence. C'est-à-dire que pendant qu'on cherche ces mots, lui, il a déjà fait la synthèse. Il avait toujours un point d'avance. Donc, ce que Tavion Amorin nous disait, il disait ceci. Il ne peut pas y avoir... La décolonisation en Afrique n'a pas existé. Il n'y a pas eu de décolonisation en Afrique. Il y a eu transfert de souveraineté à quelques indigènes, à un indigénat d'élite. Mais c'est toujours la métropole qui commande et dirige tout. Donc, puisque la décolonisation n'a pas existé, parce que le concept de décolonisation, De Gaulle y tenait beaucoup. De Gaulle voulait montrer que c'est lui qui a donné à l'Afrique la liberté et l'indépendance, faisant abstraction de tous ces mouvements de résistance dont on ne parle plus, que ce soit au Togo, d'où l'intérêt des travaux du doyen, qui permettent de voir que non, il y a eu tout un combat dans ce territoire-là, qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez, le Togo. Donc, Tavion Amorin avait quelque chose d'extraordinaire. Je vais insister juste sur le seul point de divergence que j'avais avec Tavion Amorin. C'est important parce que souvent on parle des gens, mais il faut être honnête aussi sur les choses qui peuvent nous rapprocher et les choses qui ont fait débat. Le point qui a fait débat, et que je maintiens aujourd'hui encore, c'est la thèse de l'universalité du socialisme. C'est-à-dire l'idée que le socialisme est un courant de pensée et un système, d'accord, universel. Voilà. Moi, je pense, jusqu'à aujourd'hui, et M. Tété le dit souvent quand il parle d'autoréférentialité, que chaque peuple, compte tenu de son expérience historique, peut concevoir son propre système de gouvernement et son propre système socio-économique. Que cette obstination que nous avions à nous accrocher à des schémas de pensée qui parfois n'ont même pas été expérimentés et acclimatés chez nous, était une source de conflit. Donc il y avait trois tendances. Il y avait la tendance des trotskistes qui, eux, suivaient des chefs trotskistes qui pontifiaient à Paris à l'époque. On n'osait même pas l'attaquer. On ne pouvait pas attaquer Pierre Lambert. Pierre Lambert, c'était celui qui a mis sur pied le système de la 4e internationale de Trotsky ici, à Paris, là. D'accord? Bon. Et il se réclamait d'un ouvrage qu'on nous donnait à tous les étudiants africains comme la Bible pour dire allez-y. C'est effectivement écrit par Simon Komaf. Simon Komaf, ça devait être un pseudonyme. On m'avait dit un jour que c'était un pseudonyme d'un de leurs chefs de pensée qui s'appelait Fougerolas et qui est décédé depuis. Voilà. Donc c'est lui qui a formé Claude Améganville. Donc quand j'ai rencontré Claude Améganville et que j'ai rencontré le doyen Oini Ponton, qui est décédé à l'hôpital de Créteil, etc., eux, ils voulaient que le mouvement trotskiste s'implante en Afrique à travers les luttes politiques, démocratiques, etc. Bon, j'ai dit, mais si on va dans le monde rural, comment on va expliquer aux gens Trotsky, c'est qui Trotsky par rapport au pays? Parce que d'autres disent non, le vrai leader, c'est pas lui, c'est un Albanais qui s'appelle Enver Hoxha. L'autre dit non, c'est Dimitrov, le Bulgare. D'autres disent c'est Mao. Donc j'ai dit, mais on va expliquer comment. Il n'y a aucun leader chez nous. Donc, c'était un problème. Donc, il y avait la position de Tavion Amorin qui était la plus cohérente. Il parle de l'universalité du socialisme, mais il dit que c'est un socialisme qu'il faut acclimater à la culture et à l'identité africaine. Ce qui était déjà une ouverture intéressante. Et puis, il y avait l'autre position qui était qu'il fallait un système économique particulier, socio-économique particulier, autoréférentiel, un peu sur le modèle des Garvey et autres. Et que Nkrumah va reprendre, encore que Nkrumah soit très proche du socialisme aussi, qu'il a analysé à sa manière. Lui, il pense que l'impérialisme, même au sens classique, est dépassé. Il faut maintenant parler de son stade suprême,
qui est le néocolonialisme. C'est ce concept qui fascinait Taviu Amorin. Voilà. Le point, et d'ailleurs c'était notre point d'accord. Taviu Amorin pensait que l'objectif des luttes démocratiques et politiques en Afrique, ce n'était pas de chasser un dictateur pour maintenir le système qui a permis au dictateur de rester en place. L'objectif, c'est d'éradiquer le système. Et ce système, selon lui, c'est le néocolonialisme. Et le néocolonialisme, son instrument dans le cadre des colonies françaises, c'est la France-Afrique. Donc selon Taviu Amorin, le but même de nos mouvements, ça doit être d'abord la lutte contre le néocolonialisme. Et il pensait qu'ensuite, une fois cette étape passée, nous pouvions voir quel type de société, quel type de projet de société on pourrait mettre en place dans un troisième temps. En gardant toujours présent à l'esprit, c'est un point capital, que la lutte politique, ce n'est pas une guerre. C'est le lieu d'échange. C'est une bataille des idées et des idéaux. Ce sont ces expressions. Hein, je vous dis ce que j'ai retenu. Bon, maintenant, pour le néocolonialisme, Taviu Amorin est rentré. Donc voilà un élément conséquent. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé à Paris et qui n'a pas tiré les conséquences. Donc, bien que ses études, d'accord, étaient vraiment importantes pour lui, et il était sur le point d'être embauché dans une grande boîte internationale pour travailler, quand il a appris que la conférence nationale souveraine allait se dérouler au Togo, Taviu Amorin a dit à ses proches, c'est-à-dire la maman du frère de Souza qui devait être présente, c'est une grande sœur de Taviu Amorin. Il leur avait dit, je rentre au Togo, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis conscient que ma liberté de ton pourra irriter la classe politique. Et cette phrase très importante qu'on ne dit jamais, il dit, je rentre non pas pour combattre le seul Eyadema, mais tous les pseudo-opposants qui lui ont servi de caution. Je rentre non pas pour combattre le seul Eyadema, mais tous les pseudo-opposants qui lui ont servi de caution. Le doyen m'a dit qu'en bonne méthode, un cadet comme moi ne doit pas citer les pseudo-opposants. Mais sachez que Taviu Amorin les connaissait bien. Et il rentre au pays. Le doyen les connaît très bien aussi. Il rentre au pays. Je vous restitue une expérience vécue. C'est-à-dire quelque chose que j'ai eu par des réflexions. Il rentre au pays. Nous, on est obligés de suivre les exploits de Taviu Amorin, de Claude Amengavi, hein, Claude Amengavi, qui est demeuré un proche. Et tout ça. On va revenir d'ailleurs sur son rôle dans ce qui se passe actuellement au Togo, Claude Amengavi. Et il était avec le doyen Tété, Taviu, les grandes révélations. Bon, on ne peut pas dire révélation pour le doyen Tété, parce que alors lui, il connaît Nkrumah, il a rencontré Nkrumah, il a rencontré tous les leaders. Il a rencontré Nkrumah à Prague. Voilà, à Prague. Et dans un ouvrage intitulé « Ma chétive vie », moi je dis, cette vie, elle est tout sauf chétive. Bon, dans cet ouvrage, il y a toutes les photos. Voilà pourquoi il dit qu'il faut consacrer un colloque international à ce que le doyen a fait pour nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en rentrant là-bas, Taviu Amorin savait qu'il allait se battre contre une dictature, mais il disait, tout ce qu'Eyadema entreprend, Eyadema le fait parce qu'il a la conviction que la France va le protéger. Sinon, il ne peut pas. Eyadema ne peut prendre aucun risque. Je vous donne un exemple. Il y a eu des tueries au Togo, et il y a des troupes françaises qui se sont déplacées et qui se sont arrêtées au Bénin. Qui ne sont pas partis au Togo, alors que ces troupes étaient destinées à aller au Togo pour rétablir le gouvernement de transition. Vous voyez, ces troupes sont restées. Alors, on nous a dit par la suite, c'est un ancien président du Bénin, qui nous a dit qu'en fait, il a eu Chirac au téléphone, hein, Mitterrand, il a eu François Mitterrand au téléphone, et que François Mitterrand lui a dit, les troupes n'étaient pas là pour défendre le gouvernement de Kofigo, qui était attaqué par les militaires d'Eyadema. Les troupes étaient là pour empêcher que Eyadema ne perde le pouvoir.
Voyez, c'est un président socialiste. Hein? Bien. Donc, j'attire votre attention sur le fait que quand on parle de néocolonialisme, c'est quoi? Je vais maintenant être très explicite, au sens de Tavier-Amorin. Le néocolonialisme, pour Tavier-Amorin, c'est d'abord le fait que les pays africains se prétendent souverains, mais n'ont pas la maîtrise de leur sécurité. Donc, concrètement, c'est le maintien de troupes de l'ancienne puissance coloniale sur le terrain en Afrique, en vertu de prétendus accords qui n'ont jamais été ratifiés par les parlements et par le peuple souverain. C'est le premier point. Or, pour Tavier-Amorin, il n'y a pas de souveraineté sans sécurité. C'est très important. Le deuxième point pour Tavier-Amorin, c'est le maintien de la zone franc et du système monétaire qui fait par le biais des banques centrales et du rôle que jouent ces banques centrales avec la Banque de France, qui fait que ces pays-là n'ont pas la maîtrise de l'épargne et des devises que génère l'activité économique. C'est le deuxième point. Or, pour Tavier-Amorin, il ne peut pas y avoir d'indépendance politique viable sans indépendance économique et financière. C'est le deuxième point. Le troisième point, ça concerne la question même de la culture et de l'éducation. Pour Tavier-Amorin, dans tous ces pays-là, la culture qu'on enseigne, c'est la culture française. C'est la culture de l'Europe. Au programme en histoire, il y a la période précoloniale avec les tribus. Et tout le reste, c'est les découvertes françaises. Hein? Les guerres de colonies françaises, etc. Et si ce n'est le Code Napoléon. Donc, nous n'étudions pas notre culture. Nous n'enseignons pas notre culture. Et plus grave encore, il y a une culture populaire qui végète aux côtés d'une culture d'élite. La culture populaire, en fait, c'est le peuple au marché, avec des danses folkloriques. Donc, Eyadema faisait des ballets tout le temps, on dansait. Ça s'appelle l'animation. Et puis, il y a aussi la culture d'élite qui est confisquée par la France. Et ça, c'est dans les accords. C'est la France qui décide de comment on forme les professeurs d'université. C'est la France qui dirige les thèses. C'est la France qui contrôle le contenu même du système d'enseignement. Je vous dis jusqu'à ce jour. Et puis le dernier point pour Tavier-Amorin, c'est la diplomatie. Aucun pays africain n'a une diplomatie autonome. La preuve, quand Sankara est venu et qu'il a commencé à condamner ce que fait la France en Nouvelle-Calédonie, il a eu des problèmes tout de suite. Parce qu'on a dit non, la diplomatie doit être alignée sur la diplomatie française. Et s'il le faut d'ailleurs, quand il y a des mesures qui arrangent la France aux Nations Unies, tous les pays africains doivent voter comme un seul homme pour la France. Parce que la diplomatie, c'est important. Or, tous ces points, c'était les points que Nkrumah avait soulevés. La conclusion que je tire donc de cette analyse, c'est que pour Tavier-Amorin, il n'est pas possible, d'accord, de sortir le Togo de cette dictature si on n'éradique pas le néocolonialisme au Togo. Bon, ensuite, prochaine étape, Tavier-Amorin pense que l'éradication du néocolonialisme au Togo ne peut pas se faire au Togo seul. Voilà encore une autre étape de sa pensée. Hein? Ça veut dire que pour lui, si les autres pays africains ne sont pas associés au projet d'éradication du néocolonialisme, parce qu'il y a un néocolonialisme anglais aussi. Le néocolonialisme mondial. D'accord? Il inclut dans ça aussi l'influence soviétique aussi. Hein? Parce qu'il y a quelques nuits, il a dit que souvent l'Union soviétique a pris des positions qui ont favorisé les États despotiques, y compris en Éthiopie ou ailleurs, une fois que l'empereur Haïlé Sélassié a été assassiné, avec l'avènement du régime de Derg de Mengistu. Donc, ce que je veux dire ici, c'est ce qu'il appelle le socialisme réel ou réaliste. Donc, ce que je veux dire en conclusion, c'est que lui pensait qu'on ne peut pas au niveau de l'OUA ou de l'Union africaine, c'est devenu l'Union africaine après. D'ailleurs, c'est une ironie que ça soit né à Lomé. Bon. Quand on voit ce que c'est devenu, bon, c'est pas étonnant. Et sous Eyadema, ça a légitimé Eyadema beaucoup. Eyadema père, ce sommet de Lomé. Donc, pour Tavier-Amorin, c'est impossible qu'on décrète
au sommet par l'OUA, seul, ou l'Union africaine. L'unité africaine politique, c'est impossible. Lui, il pense que c'est un processus qui doit fonctionner comme une lame de fond. C'est-à-dire que ça doit partir d'une société civile panafricaine, avec ses organes représentatifs, avec les paysans, les femmes, les jeunes, les ouvriers, et tout ça, pour toucher ensuite les intellectuels organiques. Mais ce mouvement ne peut se faire que selon le schéma suivant. Et ça, c'est un point aussi d'accord avec Kodjo peut-être. Hein, puisqu'il faut quand même un accord avec les doyens quand même. Bon, et il pensait qu'il faut des pôles fédérateurs régionaux en Afrique. Donc pour lui, l'Afrique du Sud, c'est le pôle fédérateur régional de l'Afrique australe. C'est autour de l'Afrique du Sud que doit se faire le processus d'intégration. Mais l'intégration dont il parle n'est pas économique, au sens seulement d'organisation économique régionale. C'est une intégration déjà politique et multidimensionnelle, qui intègre tous les aspects du processus. La RDC a vocation à être le pôle fédérateur régional central. Le processus doit se faire de la même façon autour de la RDC. Il s'agit, l'enjeu c'est que les idées, les hommes, les biens, tout ça circule sans entrave parmi les peuples africains. Le Nigeria a vocation dans ce schéma d'être le pôle fédérateur régional de l'Afrique occidentale. L'Éthiopie, pareil. Alors, tu as vu à Morin de faire remarquer que ces dernières années, l'impérialisme a beaucoup combattu ces 4 pays-là pour les diviser. Bon, en Afrique du Sud, c'était Boutelesi, les histoires de Zoulou, Bantoustan. Bon, en RDC, c'était l'histoire de la sécession du Katanga et des problèmes du Kivu, etc. Le Nigeria, c'était le Biafra, où De Gaulle a joué un rôle criminel. D'accord? Houphouët-Boigny, il n'est pas exempt de tout reproche. Bongo n'est pas exempt de tout reproche. Tous ces gens-là, ils ont combattu le gouvernement fédéral du Nigeria. Yakubu Gowon, et ils ont soutenu Ojukwu, le sécessionniste. Donc il y a ce problème-là. Et puis, les pôles fédérateurs régionaux, je terminerai par ça, d'après Tavio Amorin, doivent faire leur intégration régionale avec une coordination supra-régionale. Et cette coordination supra-régionale sera bicéphale. Il y aura donc un parlement des peuples d'Afrique, un parlement des peuples d'Afrique. Et il y aura un exécutif, un gouvernement central africain. Je suis en train d'exposer ici clairement la pensée de la vision de Tavio Amorin, qui n'a pas pu accoucher sur papier clairement. Mais c'est ce qui ressortait des discussions très intéressantes qu'on avait. Ce n'était pas des discussions idéologiques seulement. C'était pour que chacun voit ses propres insuffisances théoriques à la lumière de ce que l'autre avait comme proposition concrète. Voyez? Mais Tavio Amorin pensait un autre point très important, c'est le rôle des afro-descendants. Et en cela, il est très proche de Garvey. Le rôle des afro-descendants. Parce que Tavio Amorin pensait que les afro-descendants ne peuvent pas avoir une promotion totale dans les pays où ils sont minoritaires, compte tenu de l'histoire de l'esclavage et de toutes les tragédies. Seule l'Afrique peut leur offrir la possibilité de s'épanouir. Donc, pour le faire, il faut que l'Afrique prenne des mesures incitatives. Un passeport panafricain. Il faut que ces gens-là viennent acheter des terres. Il faut que ces gens fassent des études de généalogie pour savoir d'où ils sont venus. Il faut que ces gens-là s'intéressent à nos luttes. Il faut qu'ils intègrent le mouvement, un peu comme les Padmores sont rentrés en Afrique, etc. Il faut renouer avec cette solidarité panafricaine. Et Tavio Amorin pensait que c'était le bloc des afro-descendants qui pouvait être pour nous l'allié que nous cherchons. M. Tété a beaucoup insisté, j'ai beaucoup appris auprès de M. Tété, d'accord? Parce que les gens dont je me réclame, je ne les ai pas connus. Mais M. Tété, je l'ai connu, donc je sais de quoi je parle. M. Tété parlait souvent de la question des alliances. On nous disait que les pays de l'Est étaient nos alliés naturels. M. Tété dit non, ce ne sont pas des alliés naturels. D'accord? La conjoncture fait que nous sommes avec eux. Mais si nos intérêts ne sont pas en accord avec ce qu'eux, ils ont comme plan et comme vision, c'est un devoir pour nous de revoir notre stratégie de collaboration avec eux. Mais ceux qui sont nos alliés naturels sont les afro-descendants. Voilà. Toute proportion gardée, c'est valable aussi pour la Chine aujourd'hui.
Certains disent qu'il faut laisser la Chine venir n'importe comment, à n'importe quelle condition, etc. Non. Il faut donc une stratégie. Et ma conclusion, c'est que cette vision du panafricanisme s'appelle en fait le panafricanisme des peuples. Vous voyez? C'est-à-dire le schéma, c'est que Taviu Amorin pense que les limites du panafricanisme des élites, ces limites ont été atteintes avec la victoire du néocolonialisme. Donc pour combattre le panafricanisme des élites, qui est devenu même une diversion, c'est-à-dire certains chefs d'État qui sont contre l'unité africaine utilisent le panafricanisme et l'OUA, l'Union africaine, pour leur propagande personnelle, ce qui est très vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et Taviu Amorin disait donc que c'est comme ça que nous pouvons vaincre les 3 cancers. Il dit voilà, l'Afrique, son corps est malade. Et nous souffrons de 3 cancers. D'accord? Le premier cancer, c'est donc le cancer du micro-tribalisme. Parce qu'il dit que tous ces peuples africains, en fait, ils sont le produit d'un brassage millénaire. C'est des cousins. Ce sont des gens qui ont toujours vécu en symbiose. D'accord? Donc il faut qu'ils redécouvrent cette parenté lointaine et insoupçonnée. Il faut qu'on l'actualise, cette parenté-là. D'accord? Et on enlèvera à l'impérialisme un des instruments de sa propagande. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle le micronationalisme, le cancer du micronationalisme. Moi, je suis togolais, donc ce qui m'arrive ne concerne pas le Ghanéen. La Côte d'Ivoire est bombardée, ce n'est pas le problème du Bénin. De quoi vous vous mêlez? Les Togolais vont jouer au Bénin, voilà. Ça donne lieu à des morts. Voilà. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'un ancien ministre de la Côte d'Ivoire est extradé par Faure Gnassingbé. D'accord? S'il y avait une solidarité entre tous ces peuples-là, on pouvait éviter de tels drames. C'est le lieu de rendre hommage à John Atta Mills, le président du Ghana qui est décédé. Parce qu'il a dit, en tout cas, tant que moi je serai là, je ne vais pas extrader vers un État qui fait des assassinats extrajudiciaires, nos frères. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de réfugiés ghanéens. D'ailleurs, c'est un juste retour des choses parce qu'il a dit à une certaine époque, les Ghanéens aussi recevaient tous les Africains. Nkrumah recevait tous les Africains. La direction du PC allait là-bas, ou allait au Caire. Tout ça, ça a disparu avec la fossilisation des frontières. Donc l'Occident nous a imposé sa vision, son paradigme. Aujourd'hui, l'Occident fait tout pour dire que le problème africain, c'est un problème seulement économique. Non, c'est la persistance du néocolonialisme. C'est ça le problème africain. Et c'est ça qui fait l'actualité de la pensée de Taviu Amorin. Je tenais à le dire parce que le doyen Tété a connu Taviu. Et je me souviens qu'on était à Bruxelles ensemble pour un hommage à Taviu Amorin où il y avait plus de monde qu'aujourd'hui. Et on en avait parlé aussi. J'avais dit que le doyen Tété pour nous, c'est notre boussole. C'est notre boussole. Je le répète aujourd'hui. Mais que Taviu Amorin, c'est notre gouvernail. Voilà. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je le répète, je suis même persuadé maintenant que ce n'est pas seulement la boussole et le gouvernail, le vaisseau, le bateau même, qui va nous guider dans cet temps de naufrage, il est déjà en construction, il est en chantier. Mais il ne pourra pas se faire sans l'actualisation de la pensée panafricaniste visionnaire de Taviu Amorin, qui est en fait la synthèse de toutes les visions panafricanistes que le doyen nous a présentées pendant toutes ces années. Et je crois que cet hommage-là, on le devait à Taviu Amorin. Voilà, je vous remercie. C'est un peu long, mais bon, voilà.